Je vais commencer par présenter Guillaume, qui est candidat à la maîtrise en droit à l'Université de Québec à Montréal, et il est diplômé en droit de l'Université de Montréal. Il détient également un certificat en action communautaire. Dans le cadre de ses études, il s'est impliqué auprès de différents organismes de défense des droits des chômeurs et des locataires. Il est membre du barreau de Québec depuis 2011, après avoir complété son stage auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. À la suite d'un passage de 3 ans au contentieux de la Commission de la santé et de la sécurité au travail, il a notamment agi comme procureur en matière pénale. Il représente depuis 2014 des salariés en tant qu'avocat pour la Commission des normes du travail, dorénavant CNE-SST. À ce titre, il a représenté des travailleurs étrangers dans le cadre de plaintes de congédiement et de harcèlement psychologique. Il s'intéresse notamment au harcèlement au travail, aux normes encadrant les agences de placement, ainsi qu'à la protection de travailleurs étrangers temporaires. Son mémoire de maîtrise portera sur l'impact du morcellement du droit du travail sur son effectivité, notamment en matière de harcèlement au travail. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci Capucine. Bonjour, c'est un honneur pour moi d'être invité à faire cette présentation ce matin. Je vois beaucoup de partenaires dans la salle avec qui j'ai eu le plaisir de travailler dans les semaines et les mois récents. C'est un vrai plaisir de pouvoir faire cette présentation-là. Donc, ce que je vais tenter de traiter aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient à cœur, dans lequel il y a eu beaucoup de développement dans les années récentes, c'est-à-dire l'application des lois du travail aux travailleurs sans permis. Je vais commencer en faisant un petit historique depuis les années 80 de la façon dont la jurisprudence a traité cette question-là. Et puis, pour en arriver aux développements les plus récents en la matière, il y a beaucoup de choses qui sont encourageantes dans les développements récents. Il y a encore des pas qui demeurent à franchir. Donc, c'est ce qu'on va tenter de voir ce matin. Puis, n'hésitez pas pendant la présentation, si vous avez des questions, je préfère toujours les traiter à chaud. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Puis, ou si vous voulez les garder pour la fin, c'est correct aussi, mais n'hésitez pas. Donc, je vais commencer par le principe général, comment la loi s'applique aux travailleurs étrangers qui détiennent un permis, donc qui sont entrés de façon régulière sur le territoire, soit en vertu du programme des travailleurs étrangers temporaires ou d'un autre programme, et pour lequel le statut migratoire ne pose pas de problème. Donc, évidemment, depuis longtemps, il est clair que l'ensemble du corpus législatif du droit du travail au Québec s'applique sans distinction à l'égard de ces travailleurs-là, donc qui sont salariés ou travailleurs au sens des différentes lois. Les lois dont on va traiter aujourd'hui, notamment, donc vous les connaissez peut-être un peu, j'y vais brièvement, loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, c'est la loi évidemment qui régit l'indemnisation des travailleurs accidentés. La loi sur la santé et la sécurité du travail, c'est les lois qui prévoient les moyens de prévention qui doivent être appliqués par les employeurs dans les milieux de travail. La loi sur les normes du travail, la loi qui prévoit un contenu minimal aux différents contrats de travail. Et évidemment, le contenu minimal dans le cas des travailleurs étrangers s'applique souvent, puisque les contrats de travail imposent rarement des conditions plus avantageuses que ce qui est prévu par la loi sur les normes. Le Code du travail est la loi qui prévoit le mécanisme d'accréditation, donc de syndicalisation pour les travailleurs. Et la loi sur l'assurance-emploi est celle qui prévoit les prestations d'assurance-emploi, qui est une loi fédérale, évidemment. Donc, et en plus, depuis peu, la LNT prévoit des protections qui s'adressent spécifiquement aux travailleurs étrangers temporaires, donc pas à l'ensemble des salariés, mais des protections spécifiques depuis le 1er janvier 2020. Je n'en traiterai pas aujourd'hui, puisque la question dont je vais traiter, c'est vraiment les protections qui vont s'appliquer aux travailleurs qui n'ont pas la protection, ou plutôt un statut migratoire régulier. Donc, pour un travailleur qui n'a pas un statut migratoire régulier, de façon générale, ne seront pas considérés comme des travailleurs étrangers temporaires au sens de la loi sur les normes, au sens des règlements. Donc, ça, pour les travailleurs avec permis de travail, comme je vous disais, depuis longtemps, c'est réglé, ils ont accès à la protection des différentes lois du travail, du moins en théorie. Ce n'est pas un enjeu juridique, la loi s'applique à eux. Ce qui est un enjeu dans le cas des travailleurs étrangers, c'est beaucoup plus le non-recours qu'on peut constater dans le cas des travailleurs étrangers, puis notamment pour toutes sortes de facteurs, ces travailleurs-là se prévalent beaucoup moins que les travailleurs québécois, si vous me passez l'expression, des recours, des protections qui sont conférées par les lois du travail, mais notamment le facteur, sans aucun doute, le plus déterminant à cet égard-là, le caractère fermé des permis de travail qui sont émis par Service Canada, puisque les travailleurs ne pouvant travailler pour d'autres employeurs au Québec ou au Canada ont beaucoup plus de réticence à faire valoir leurs droits que d'autres travailleurs. Bref, une fois ceci dit, l'enjeu est là, puis je pense que c'est grâce au travail essentiel et formidable des intervenants comme le RATMAC que ces travailleurs-là, ou des organismes plutôt comme le RATMAC, que ces travailleurs-là peuvent faire valoir leurs droits. On voit beaucoup
l'impact du travail des organismes tels que ceux-là dans les dernières années. Ça, je peux vous le dire. Mais maintenant, je vais passer, ça c'était l'introduction pour vous dire ce qui s'applique en général. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en est quand les travailleurs sont sans statut régulier? Donc, le principe général est prévu dans la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et dans son règlement d'application. Simplement, ce qu'on dit, c'est l'article du règlement, l'étranger ne peut travailler au Canada sans y être autorisé par un permis de travail ou par le présent règlement. Donc, ça, c'est le principe général. Et la façon que les tribunaux, et ça, c'est à retenir, j'en parle maintenant, mais je vais y revenir un petit peu plus tard, le principe qui est derrière cette interdiction-là, l'objet de la loi, tel que défini par les tribunaux, c'est la protection du marché de l'emploi pour les citoyens canadiens. Et je vais tenter de poser la question, de vous poser la question, mais on se la pose. Est-ce que le non-accès aux protections du droit du travail pour les travailleurs étrangers sans permis contribue à remplir cet objectif-là ou est plutôt un obstacle à arriver à cet objectif-là? Autre point important pour la LIPR, c'est qu'elle prévoit des sanctions. Notamment, elle prévoit des sanctions à la fois pour l'employeur et à la fois pour le travailleur qui ne respecterait pas ces dispositions. Donc, notamment des sanctions comme des amendes, pouvant parfois aller jusqu'à l'emprisonnement, ce à la fois pour l'employeur et à la fois pour le travailleur, quoique, personnellement, je suis au courant de très peu de décisions qui auraient imposé des sanctions d'emprisonnement dans un tel cas. Mais ces sanctions-là existent dans la loi. Mais là, ce qui est important, c'est que malgré que la loi sur l'immigration prévoit des sanctions, elle ne prévoit pas comme conséquence d'une infraction à cette loi une nullité à un contrat de travail. Ce n'est pas quelque chose qui est prévu par la loi sur l'immigration. Pourquoi c'est important? Parce que le courant jurisprudentiel historique qui permettait aux tribunaux de ne pas appliquer les protections de la loi aux travailleurs étrangers sans permis se basait sur la théorie de la nullité des contrats. Donc, sans entrer dans les détails, je peux vous faire un parallèle. Cette théorie-là, on disait par exemple, plutôt l'exemple classique qui est utilisé beaucoup dans la jurisprudence, c'est, bon, vous concluez un contrat avec un tueur à gages, le tueur à gages remplit son obligation, vous ne le payez pas. Alors, est-ce que le tueur à gages peut se saisir des tribunaux pour faire respecter son obligation? La réponse, évidemment, est non, parce que c'est un contrat qui aurait été conclu en contravention au Code criminel. Bien, cette même théorie-là a été appliquée historiquement dans les années 80 pour interdire l'application des contrats de travail, puisqu'on disait que les contrats de travail sont des contrats qui sont conclus en contravention à une loi d'ordre public, qui est la loi sur l'immigration. Donc, la conséquence d'un contrat de travail conclu, ce serait la nullité. Donc, un contrat qui est déclaré nul, c'est un contrat dont les parties ne peuvent pas réclamer l'application devant les tribunaux. Et ça, l'évolution dans les années 80, c'est sur la base de cette théorie-là que ça s'est fait. Et c'est comme si la prestation de travail n'avait jamais eu lieu. C'est-à-dire que la personne dont le contrat de travail est déclaré nul ne pourrait même pas, par exemple, réclamer qu'on lui paye le salaire pour les heures qu'il a effectivement faites, parce que le contrat est écrasé, il est nul, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Il y a une évolution jurisprudentielle qui a débuté en 1997 avec l'arrêt Steele, qui est un arrêt qui a été rendu par la Cour d'appel fédérale en matière d'assurance-emploi. C'est la première décision qui a commencé à étendre la protection pour les travailleurs étrangers aux différentes lois du travail. Alors, ce que la décision vient dire, c'est que malgré que le contrat soit illégal, ça ne veut pas dire qu'on va conclure à sa nullité directement. Donc, il y a d'autres sanctions qui sont prévues ailleurs dans la loi sur l'immigration et c'est ces sanctions-là qui doivent être appliquées par le ministère s'il y a lieu, mais que ce n'est pas le rôle des tribunaux de déclarer la nullité des contrats de travail. Et il faut notamment considérer la proportionnalité de la conséquence pour la personne qui se voit refuser, dans ce cas-ci, par exemple, l'accès aux prestations d'assurance-emploi, versus l'infraction qui a effectivement été commise. Et à cet égard-là, l'arrêt Steele va retenir pour la première fois le critère de la bonne foi. Je vais y revenir souvent dans la présentation, mais encore aujourd'hui, c'est un critère qui demeure pertinent dans la jurisprudence pour décider d'appliquer la protection des lois du travail aux travailleurs sans permis, c'est-à-dire qu'on va leur réclamer d'avoir, par exemple, été induit en erreur par un représentant de l'employeur, avoir eu des fausses représentations qui ont été faites, par exemple, par un avocat en matière d'immigration, et donc avoir, un peu à leur insu, contrevenu aux lois en matière d'immigration. Et dans la plupart des décisions jusqu'à aujourd'hui, les juges vont rechercher ce critère-là. Ils vont vouloir tenter de pouvoir établir, pour appliquer les lois du travail, de pouvoir établir que les travailleurs étaient de bonne foi. Alors qu'en général, on le sait, la bonne foi se présume. Mais ici, pour la plupart, on demande une preuve aux travailleurs qu'ils étaient de bonne foi. Oui? Oui, Guillaume, juste pour une petite mise en contexte, l'arrêt Steele, c'était pas au Québec, j'imagine? C'était pas au Québec, donc c'était en matière de common law. Okay. Ça a été rendu pour la première fois, je crois que c'est en Ontario, et puis ça a été par la suite importé en droit québécois, notamment par la prochaine décision, qui est la décision Godoy-Henriquez,
Donc là, je fais un petit saut dans le temps parce que je veux rester en matière d'assurance-emploi pour régler, si vous voulez, la question de l'assurance-emploi. Et puis par la suite, je vais passer aux décisions en matière de lésions professionnelles qui sont vraiment le sujet d'aujourd'hui, mais c'est véritablement en matière d'assurance-emploi que le courant s'est importé là, pour la protection des travailleurs étrangers. Donc, une décision très importante qui a été rendue en 2019. Il s'agissait, pour ceux qui sont peut-être familiers, des travailleurs des entreprises de placement Les Progrès, donc un groupe de 14 Guatémaltèques, où la situation, je ne rentrerai pas dans les plus fins détails, mais on a 14 travailleurs, en fait beaucoup plus, mais 14 qui se sont retrouvés devant les tribunaux, qui sont rentrés de façon tout à fait régulière au Canada par le biais du PTET et qui, à un certain moment, se sont vus approchés par un propriétaire de l'agence de placement Les Progrès qui leur promettait de meilleures conditions de travail s'ils laissaient l'employeur pour lequel ils avaient un permis de travail et qui venait travailler pour eux. Et évidemment, dès le moment où ces travailleurs-là franchissaient la clôture et se mettaient à travailler pour l'agence de placement Les Progrès, le piège se refermait sur eux puisque, étant donné qu'ils étaient sans statut et qu'ils enfreignaient les lois de l'immigration dès ce moment-là, bien, ça permettait à l'employeur de les menacer de déportation, etc., s'ils faisaient valoir leurs droits. Et donc, malgré qu'ils aient travaillé, et les situations diffèrent, il y a plusieurs travailleurs là-dedans pour lesquels ça a été une période de 2 mois. Pour le plus long, il y en a qui ça a été pour une période de jusqu'à 2 ans, donc ils ont travaillé pendant des périodes variées. Et à la fin, ce sont les anciens employeurs qui ont alerté les autorités. Il y a eu une intervention de la GRC dans ce dossier-là. Plusieurs travailleurs ont été emprisonnés. C'est à la suite de ça qu'ils ont pu avoir recours au service. Dans ce cas-ci, c'était le Centre des travailleurs immigrants qui les a aidés à faire valoir leurs droits. Et notamment, ça a donné lieu à cette décision importante-là de l'assurance-emploi pour laquelle les travailleurs ont eu accès aux prestations d'assurance-emploi malgré qu'ils ont œuvré sans permis de travail pendant plusieurs années à plusieurs mois. Et on a considéré, évidemment, encore une fois, le critère de la bonne foi est présent, on a considéré qu'ils étaient de bonne foi puisqu'ils avaient été induits en erreur par les représentants de l'Agence de placement des progrès. Donc, je vous ai laissé une citation. Je vous en laisse faire la lecture, mais on va y revenir à cette idée-là, encore une fois, de l'intérêt général qui ne commande pas une nullité absolue. Et quand on réfère à l'intérêt général, je pense qu'on réfère à l'objet de la loi sur l'immigration, encore une fois, qui est de protéger le marché de l'emploi pour les citoyens canadiens. Et ça, je vais y revenir. Donc, si on arrive plus précisément à l'application de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la loi qui prévoit l'indemnisation pour les travailleurs accidentés, c'est véritablement en 2006 qu'on a eu un renversement jurisprudentiel. La décision Enriquez-Aliment-Mello est venue utiliser l'analyse qui avait été faite par la Cour d'appel dans l'arrêt Steele et l'a importée à la question des lésions professionnelles. Encore une fois, on retient le critère de la bonne foi afin de faire bénéficier le travailleur des protections de la LATMP, mais ici on dit, et ça varie de décision en décision, l'application qu'on fait du critère de la bonne foi, ici on dit qu'une ignorance sincère du travailleur qu'il était en situation irrégulière peut suffire à démontrer sa bonne foi et à lui donner accès aux bénéfices de la loi. Alors, à compter de cette décision-là en 2006, de plus en plus les décisions de la CLP, la Commission des lésions professionnelles à l'époque, qui était l'organisme adjudicatif en matière de lésions professionnelles, qui a été remplacé il y a quelques années par le Tribunal administratif du travail. Donc, de plus en plus, les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont devenues, ont exprimé un courant majoritaire qui ont intégré l'analyse de l'arrêt Steele. Et puis, en 2012, à compter d'une autre décision importante en 2012, ce courant-là est devenu pratiquement unanime. Donc, il existe encore quelques décisions qui refusent l'admissibilité, mais ce sont des décisions qui sont, somme toute, orphelines. On peut dire que le courant est pratiquement unanime depuis 2012 en matière d'admissibilité des travailleurs. Donc, il y a très peu de décisions qui refusent encore d'indemniser les travailleurs sans permis. Une décision récente, Steve René-Pierre et Agence de placement Île d'emploi incorporée, une décision où le travailleur même se représentait lui-même. Donc, c'est le juge lui-même qui a été chercher le courant jurisprudentiel, où la Cour affirme que non seulement c'est un courant, je vous laisse lire la citation, la Cour affirme non seulement que c'est un courant qui est maintenant majoritaire au tribunal administratif du travail, mais fait un commentaire à l'effet que ce courant-là devrait peut-être même être appliqué en première instance, parce que, bon, comme vous le savez, lorsqu'un travailleur est victime d'une lésion professionnelle, il doit, évidemment, avant de se rendre au tribunal, faire une réclamation devant la CNESST, et c'est la CNESST qui rend la décision de première instance sur l'admissibilité ou non. Et à partir de cette décision-là, ce qu'on peut observer dans la jurisprudence, c'est un renversement. Parce qu'avant cette décision-là, comme je vous disais, depuis 2012, on a un courant qui est unanime. Le tribunal administratif accepte les réclamations, mais ce sont des travailleurs qui contestent des décisions de la CNESST.
Alors que là, ce qu'on peut voir entre 2021 et 2023, c'est que ça s'est renversé et maintenant, les décisions du TAT qui continuent d'appliquer le courant majoritaire sont des décisions pour lesquelles la CNESST a accepté l'indemnisation du travailleur, mais que l'employeur a contesté. Et ça veut dire beaucoup parce que quand on fait une analyse jurisprudentielle, souvent, on voit juste la pointe de l'iceberg. Ce qui est important, souvent, c'est des dossiers qui ne se rendent jamais devant les tribunaux, qui sont appliqués en première instance, qui font soit l'objet d'une admissibilité ou d'un refus devant l'organisme de première instance. Donc, pour l'admissibilité, on a pratiquement une unanimité là, au niveau des tribunaux. Je voulais noter quelques autres décisions intéressantes en matière de loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Une décision qui concerne l'article 32 de la loi. L'article 32, c'est lorsqu'on fait un recours, par exemple, un travailleur qui serait victime d'une sanction ou d'un congédiement à cause qu'il a exercé un de ses droits prévus à la loi. Donc, par exemple, à cause qu'il a fait une réclamation en matière d'accident du travail, le travailleur est congédié. C'est l'article 32 qui prévoit un recours pour ce travailleur-là. Donc, une décision qui a été rendue récemment en matière d'article 32, c'est qu'après le congédiement, le tribunal a accepté d'indemniser le travailleur, malgré que celui-ci n'avait plus de permis suite à son congédiement. Donc, malgré qu'il n'y avait pas de permis dans la période où il réclamait une perte salariale, ça n'a pas été un considérant pour le tribunal. Le tribunal a quand même accordé une perte salariale dans la période où il n'y avait pas de permis de travail qui était actif. Une autre décision en matière d'assignation temporaire. L'assignation temporaire, pour ceux qui sont peut-être moins familiers, c'est lorsqu'une lésion professionnelle est acceptée, un employeur peut donner des tâches légères à un salarié pour qu'il revienne au travail, tout en respectant ses limitations fonctionnelles. Évidemment, la raison pour laquelle les employeurs, et il faut que ça soit accepté par le médecin du travailleur, évidemment, mais une raison pour laquelle les employeurs procèdent par assignation temporaire, c'est que lorsque la CNESST verse des prestations à un travailleur, bon, évidemment, ce n'est pas l'employeur qui le paye, c'est la CNESST, mais l'employeur est impacté dans son taux de cotisation et devra payer, il pourrait avoir une certaine augmentation du taux de ce qu'il paye finalement, des cotisations de l'employeur pour ce travailleur-là. Alors, l'assignation temporaire, c'est une façon pour les employeurs de cesser les indemnités parce qu'ils préfèrent souvent eux-mêmes payer un salaire plutôt que ce soit la CNESST qui verse des prestations. Et dans cette décision-là, l'employeur a dit, moi, je lui ai donné une assignation temporaire à mon travailleur, son médecin a dit qu'il pouvait le faire, mais il ne peut pas travailler parce qu'actuellement, son permis de travail n'est pas valide. Donc, la CNESST devrait cesser de lui verser des indemnités parce que c'est par sa propre faute qu'il ne peut pas travailler, qu'il ne peut pas remplir son assignation temporaire. Et le tribunal est venu refuser cette position de l'employeur-là en disant que ça fait partie des aléas d'une lésion professionnelle, que le travailleur n'ait pas son permis de travail à ce moment-là. Et la CNESST a donc continué de verser des indemnités à ce travailleur-là. La décision suivante en matière de financement, le principe est un peu le même, mais cette fois-ci, plutôt que de réclamer de la CNESST qui cesse le versement des indemnités, l'employeur a tenté de dire « Parfait, continuez à lui verser des indemnités, mais vu que je ne peux pas lui faire une assignation temporaire, je ne devrais pas être impacté, mes cotisations ne devraient pas être impactées par le moment où le travailleur n'a pas son permis de travail. » Encore une fois, le TAT est venu refuser cette prétention-là de l'employeur en venant dire que ça faisait partie des aléas d'une lésion professionnelle. Ça fait le tour pour la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en ce qui a trait à la jurisprudence récente. En matière de loi sur la santé et la sécurité du travail, donc qui est la loi qui prévoit les moyens de prévention que les employeurs doivent mettre en place pour protéger la santé et la sécurité du travailleur dans le milieu de travail. Il n'y a pas de décision en matière de l'SST sur l'application de ces obligations-là, pas que j'ai pu répertorier à tout le moins. Mais on peut penser que de façon générale, les critères d'application de la LSST sont moins sévères que ceux de d'autres lois, notamment de la LATMP. Donc, on peut penser que c'est applicable. Puis notamment, la LSST, c'est la loi qui prévoit les pouvoirs et les compétences d'enquête des inspecteurs en matière de santé et sécurité, donc ceux qui se rendent sur les milieux de travail pour appliquer les moyens de prévention. Il est permis de présumer que lorsque l'inspecteur se rend et ordonne à l'employeur de faire des corrections, par exemple, sur sa machinerie qui ne serait pas conforme, ou etc., il est permis de penser que l'inspecteur ne s'arrête pas à considérer si la machinerie est opérée par quelqu'un qui possède un permis de travail ou pas. L'objectif de la loi étant de prévenir les accidents de travail. Mais je ne peux pas vous en dire plus au niveau de la jurisprudence parce que je n'ai pas pu répertorier de décision qui l'applique. Je vais y aller très brièvement en matière de loi sur les normes du travail parce qu'on s'écarte un peu du sujet de la santé, mais il y a quand même eu des développements intéressants en la matière. Donc, Prado-Paredes contre Entreprise de placement Les Progrès, c'est une décision, encore une fois, j'en parlais un petit peu plus tôt, l'entreprise de placement Les Progrès, la décision de tout à l'heure, c'est en matière d'assurance-emploi. Il y a eu une autre décision en matière de harcèlement psychologique.
Et encore une fois, je vous ai relaté un petit peu les faits tout à l'heure. C'est des travailleurs qui, au moment où ils subissaient le harcèlement, n'avaient pas de permis de travail valide et ça n'a pas été un considérant pour le tribunal. Les plaintes en harcèlement ont été acceptées, malgré l'absence de permis de travail. Dans l'affaire Gutiérrez contre les fermes de Nilozon, j'en parlais un petit peu pour les gens du RETMAC qui étaient présents la semaine dernière. Encore une fois, c'est une décision où on a un travailleur du PTET qui était entré de façon tout à fait régulière, qui avait été congédié après 9 ans de travail parce qu'il avait osé faire une réclamation à la CNESST. Donc, il n'a pas été rappelé à sa 10e année. Et le tribunal, dans cette cause-là, malgré que pour les années subséquentes, le travailleur n'avait pas de permis de travail, puisque le travailleur qui venait du Mexique, la conséquence de son renvoi, de son non-rappel, était qu'il retournait au bas de la liste pour obtenir un permis de travail. Donc, il n'a pas pu obtenir de permis de travail pour les 2 années subséquentes. Et malgré ça, le tribunal a accordé 2 années de perte salariale à ce travailleur-là pour les 2 étés où il n'a pas pu travailler au Québec. Il est revenu par la suite, d'ailleurs, je pense, grâce aux efforts notamment de nos amis du RETMAC. Brièvement, le Code du travail, j'en ai parlé. Le Code du travail, c'est la loi qui prévoit les mesures d'accréditation, la syndicalisation des travailleurs. Donc, 2 décisions intéressantes, surtout celle de 2023. Là, je vais revenir brièvement sur celle de 2017, mais celle de 2023 est particulièrement intéressante au niveau de la citation qui est là. Dans le Code du travail, il y a l'article 47.2. Cet article-là prévoit que les syndicats doivent représenter de façon juste l'ensemble des salariés qui sont à leur service. Il y a 2 décisions où on avait, dans Étienne contre SQES, c'est une salariée qui avait perdu son permis de travail, et si ma mémoire est bonne, c'est qu'elle avait fait une erreur de 15 $ sur le chèque qu'elle devait envoyer à Service Canada pour le renouvellement de son permis de travail. Et donc, elle avait eu une période où son permis de travail était échu, et elle avait été congédiée pendant cette période-là, d'autant plus qu'elle était en congé de maternité pendant cette période-là. Et donc, l'employeur avait procédé au congédiement. Et le syndicat, dans cette cause-là, avait malheureusement refusé de prendre le grief au motif qu'il n'y avait pas de permis de travail. Et le tribunal administratif est venu dire que, sans décider sur la question de l'application du Code de travail en l'absence de permis, est venu décider que le syndicat avait à tout le moins l'obligation d'approfondir la question. Donc, il n'avait pas fait une enquête suffisamment approfondie et a accueilli le recours de ce salarié-là. Il n'y a pas de suite, malheureusement, dans la jurisprudence, on ne sait pas ce qui est arrivé avec ce recours en congédiement-là, mais au moins, le tribunal ici vient confirmer que ce n'est pas parce qu'une personne n'a pas de permis de travail qu'automatiquement, c'est permis d'écarter l'application notamment du Code du travail. La décision plus récente, Morley, super intéressante aussi, c'est un cas similaire, donc un travailleur qui a été congédié alors qu'il n'avait plus de permis de travail, et je crois que la raison du congédiement dans ce dossier-là, c'est l'absence de permis de travail, justement. Et là, pour la première fois, à mon sens, cette décision-là, qui est tout récente, qui est sortie en février, vient vraiment faire une distinction entre le droit de l'immigration puis le droit du travail. C'est comme si, pour la première fois, on accepte de traiter ces 2 questions-là en silo. On dit, on n'est pas en train de statuer sur un recours en vertu de la loi sur l'immigration, on est en train de statuer sur un recours en vertu des lois du travail. Et qu'est-ce que les lois du travail viennent nous dire pour leur application? On doit être en présence d'une personne qui exerce une prestation de travail contre rémunération sous la supervision d'un employeur. Et donc, d'évacuer en quelque sorte la question de la validité du contrat de travail, parce que c'est ça la problématique dans l'application du courant historique dont je vous parlais, c'est qu'on va tenter d'appliquer ces conditions de validité-là du contrat de travail à, finalement, des questions d'application de loi du travail qui ne réfèrent pas toutes à la question de la validité d'un contrat de travail. Donc là, on a vraiment un développement où on vient dire, non, il faut regarder si on est en présence d'un salarié au sens des lois, sans égard à ce que la loi de l'immigration vient dire à cet égard-là. Et donc, on réfère évidemment dans cette décision-là à l'assurance-emploi, aux décisions en matière d'assurance de LATMP. Et on dit, l'esprit du Code du travail, comme les autres lois du travail, est une loi à caractère social qui milite en faveur d'une interprétation libérale des dispositions du Code et notamment du statut de salarié. Donc, les décisions plus récentes sont vraiment encourageantes à cet égard-là. Là où on n'a pas encore de décision, peut-être la prochaine frontière, c'est en matière de droit civil. Et là, le droit civil, évidemment, c'est beaucoup plus délicat parce que en matière de droit civil, on n'est pas en présence d'une loi du travail. On n'a pas ce caractère social qui milite en faveur d'une interprétation libérale. Et évidemment, les critères de validité du contrat se retrouvent au Code civil.
On n'a pas encore de décision, mais il y a quelques décisions qui ne traitent pas directement de la question du permis de travail, qui permettent de supposer qu'on devrait imposer comme conséquence à la nullité. Donc, s'il faut vraiment annuler un contrat de travail en droit civil, la conséquence de cette nullité-là ne devrait plus être comme avant l'écrasement ou la non-existence du contrat de travail, mais plutôt la restitution des prestations. C'est-à-dire qu'à tout le moins, un salarié pourrait réclamer devant un tribunal les heures pour lesquelles il a vraiment exercé une prestation de travail, parce que sinon, au final, on est en présence d'un enrichissement injustifié d'une des deux parties. C'est ça qu'il ne faut jamais oublier dans un contrat de travail, c'est qu'on reproche souvent aux salariés pour l'application des lois de ne pas s'être conformés aux lois de l'immigration, mais on oublie qu'il y a toujours deux parties dans une relation de travail. Il y a toujours à la fois le travailleur et l'employeur également, dans ces conditions-là, ne se conforme pas aux lois sur l'immigration, mais comme c'est le salarié qui se retrouve à réclamer, puisque c'est la partie vulnérable de la relation de travail, puisque c'est le salarié qui se retrouve à réclamer, c'est à lui qu'on impose le fardeau de démontrer l'application des lois, et jamais à l'employeur, alors qu'il a bénéficié de la prestation de travail du salarié. Donc, en conclusion, et je n'ai pas suivi l'heure, bref, en conclusion, on a vu un petit peu ces trois périodes-là dans la jurisprudence québécoise. Donc, de 1987 à 2006, on avait l'application de l'approche classique en matière de nullité des contrats à la LATMP. Depuis 2006 jusqu'à 2012, l'affaire Garcia, on a eu une intégration progressive de l'approche moderne, donc 2 courants de jurisprudence jusqu'en 2012. Et là, vraiment, depuis 2012 jusqu'à 2023, et notamment dans Godoy-Henriquez, on a vu une application quasi unanime de l'approche moderne concernant l'application de la LATMP aux travailleurs sans statut. Cependant, une évolution inégale concernant les autres lois, notamment la loi sur les normes du travail, mais les développements plus récents sont très encourageants à cet égard-là. Quelles seraient les prochaines étapes? Je pense qu'il faut se rappeler ce que je disais au tout début, l'objectif de la LPR, c'est la protection du marché de l'emploi pour les Canadiens. Alors, si c'est véritablement ça l'objectif de cette loi-là, la même raison pour laquelle on exige un EIMT pour le PTET, bon, vous êtes au courant de tout ça, la logique en arrière de tout ça, c'est qu'on veut exiger d'un employeur qui démontre ne pas pouvoir avoir recours à la main-d'œuvre locale et qui doivent avoir recours à la main-d'œuvre internationale pour combler ses besoins de main-d'œuvre. Alors, si c'est le véritable objectif, la question qui se pose, c'est est-ce que cet objectif-là ne serait pas mieux servi en appliquant de façon intégrale les lois du travail aux travailleurs, qu'ils aient un permis de travail ou pas, puisque la conséquence directe de refuser l'application des lois du travail aux travailleurs sans permis, c'est d'encourager certains employeurs sans scrupules à avoir recours à cette main-d'œuvre-là, qui se retrouvent vulnérables, qui se retrouvent sans recours et qui peuvent exploiter. Alors, et ça fait en sorte que s'ils peuvent avoir recours à cette main-d'œuvre-là qui sera payée moins cher, qui n'aura pas recours à ses droits, bien évidemment, il n'y a aucun incitatif à ce moment-là pour les travailleurs d'avoir recours à la main-d'œuvre locale. Donc, l'objet même de la LPR militerait en faveur de l'application intégrale des lois du travail aux travailleurs sans statut. Plus précisément, pour la LATMP, un commentaire que j'aurais, que la prochaine frontière qu'il faudrait franchir en matière d'application des lois, c'est le critère de la bonne foi. Est-ce qu'il est vraiment utile pour décider de l'application des lois du travail? Je me permets de poser la question parce qu'en définitive, les lois du travail nécessitent, comme je le disais, une prestation de travail, une rémunération et la supervision de l'employeur. Alors, dès le moment où on remplit ces critères-là, où on remplit le critère d'un travailleur au sens de la LATMP ou de la LNT, ou etc., est-ce qu'il est vraiment utile, en plus d'exiger une application de la bonne foi du travailleur? Toujours, puisqu'il faut garder en tête qu'on a deux parties dans cette relation de travail-là. Alors voilà, c'est ce qui complète, et puis je serai ouvert aux questions. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. On va prendre les questions. Idéalement avec le micro, puisque la salle est quand même grande. On a déjà une première question. Je peux peut-être la déplacer avec le micro. Il y a Marius. Ah bon, je sais pas. Tu vas aller. Bonjour, Gabriel Jordan-Extali, je travaille pour le député Joël Lacan, je suis responsable du dossier d'immigration, je suis conseiller d'immigration, je suis étudiant à la maîtrise avec la chaire. La question que j'ai, c'est concernant le critère de bonne foi. Donc, on rappelle, on est face à un travailleur qui n'a pas les autorisations de travail nécessaires du point de vue de la loi de l'immigration.
mais qui le fait de bonne foi, c'est-à-dire qu'il a été induit en erreur par des conseils erronés ou trompeurs de la part de l'employeur et ou d'un avocat. Il se trouve donc à travailler sans les autorisations nécessaires. Vous avez parlé de public protection au niveau des normes du travail, mais est-ce qu'on ne se trouve pas aussi, dans ce genre de situation-là, à quelque chose qui s'apparente à la traite des personnes? Parce que les critères pour définir la traite des personnes, c'est que on amène des gens à faire des choses qui n'ont pas le droit du point de vue de l'immigration en utilisant des stratagèmes possiblement contraignants, notamment la tromperie, induire les gens en erreur, leur mentir, leur faire des fausses promesses, des choses comme ça. Donc, bien sûr, la traite des personnes s'applique à tous les secteurs du travail, pas juste au travail du sexe. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un diagramme de Venn avec une très grande superposition en ce moment? Bien, effectivement, la superposition au niveau du droit est sans doute, comme vous le dites, je sais que des décisions en matière de traite ont été rendues, notamment, je pense, en Nouvelle-Écosse, il y a quelques années, il y a une décision qui a été rendue à cet égard-là. Cependant, là où le diagramme de Venn est peut-être moins présent, c'est là où l'organisme d'application de ces dispositions-là n'est pas le même du tout. La traite de personnes, c'est un crime qui est prévu au Code criminel, donc c'est des questions qui vont être traitées par les forces policières, par le DPCP ultimement. Donc évidemment, il n'y a pas nécessairement de communication entre les organismes qui sont chargés d'appliquer les lois du travail et les organismes qui sont chargés d'appliquer le Code criminel. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que oui, effectivement, ces situations-là peuvent s'apparenter à de la traite. Il y a eu des décisions qui ont été rendues, mais on est très loin, et je ne pense pas que le critère de la bonne foi serait utilisé là, à ce moment-là par les tribunaux en matière criminelle pour appliquer ces questions-là. Mais je ne veux pas m'avancer parce que c'est vraiment loin de mon champ de spécialité. Je pense que Michel avait une question. Ben, est-ce que ça répond d'abord? Okay. Désolé. Oui. Moi, j'ai une grosse voix. Ah. OK. Mario Desjardins, je travaille au service d'accueil des nouveaux arrivants à Charlevoix. J'aimerais savoir un employeur qui veut avoir un nouvel employé qui travaillait pour un autre employeur, OK, pour diverses raisons, il n'est plus là. Et dans tous les règlements, à savoir, est-ce que vous pouvez combler le poste par des résidents québécois, tout est réglé. Là. Si on sait que ça prend 7 mois pour avoir un permis de travail, puis le travail de cet employé-là va être bientôt, puis ça dure juste 6 ou 7 mois. L'employeur n'a pas le droit de prendre l'employé, même si la demande est faite au gouvernement. À ce moment-là, c'est l'employeur qui se fait claquer sur les doigts ou les deux. Sur l'application que les autorités fédérales font de la LIPR, là non plus, c'est pas... Ce que je peux vous dire, c'est que dans la loi, les sanctions s'appliquent théoriquement à la fois à l'employeur et à la fois au travailleur. Maintenant, l'application pratique que les autorités fédérales font de ces dispositions-là, encore une fois, je suis loin de mon champ de spécialité. Là. Mais ça peut être théoriquement aux deux qu'ils le font. Parce que c'est un non-sens de demander un permis pour un travail de 6 mois, puis ça prend 5 mois pour avoir le permis. Puis le travailleur, lui, il n'y a pas d'autres revenus. Là. Bien, ça, effectivement. Mais parce qu'il parle du travail au noir, à un moment donné, le gouvernement il encourage justement pratiquement le travail au noir. Quelqu'un, pour survivre, qu'est-ce qu'il fait? Soit qu'il vole, donc qu'il travaille au noir. La question du délai de traitement, c'est certainement une question qui est importante, et pas seulement en cette matière-là, mais probablement pour l'application de l'entièreté des lois du travail, puis particulièrement pour des travailleurs étrangers qui peuvent justement être exposés à devoir retourner dans leur pays d'origine, d'où l'application des lois, la participation à des audiences, à des enquêtes est d'autant plus difficile. Je suis tout à fait d'accord, la question des délais, c'est quelque chose qui devrait être abordé. Surtout que si cet employé-là, son ancien employeur, a dit, regarde, si tu ne respectes pas ça, si tu ne fais pas ça, on te retourne chez nous. Il y a le choix. Est-ce qu'il continue de travailler avec du harcèlement de son employeur ou se trouver un autre employeur? C'est pas évident. Ou porter plainte et risquer de se voir peut-être appliquer certaines sanctions. Il va être dans l'inconnu jusqu'au moment où il aura porté plainte à cet égard-là. On peut remplir beaucoup de feuilles. Peut-être pour répondre à Michel Pilon, je suis directeur général du RAPAN. Pour répondre à la question, à savoir la traite humaine versus
Il faut comprendre aussi qu'en matière criminelle, hein, c'est hors de tout doute, le niveau de preuve est tellement élevé que souvent c'est très difficile de faire condamner un employeur de fait criminel. On en a un cas actuellement qu'on essaie de faire avec Jean Lemay, là, du côté de Saint-Just, mais ça va être une première. La journée où on va déposer cette plainte-là, parce qu'encore une fois, Jean Lemay a encore plein de travailleurs qui travaillent au noir du côté de Saint-Just. Quoi qu'il en soit, le niveau de preuve est tellement élevé. Moi, je travaille beaucoup avec la GRC d'ailleurs dans ce dossier-là. C'est incroyable le niveau de preuve qu'ils ont besoin pour pouvoir le condamner, ce monsieur-là, malheureusement. Alors, c'est un permis, dans le fond, parce que lui, il passe une vraie couleur. Il crée des compagnies à numéro, ensuite, il donne un prénom, on sait que c'est lui qui est en arrière, il fait amener encore des travailleurs et qui va vendre un peu partout dans toutes les villes, malgré qu'il est interdit par le fédéral d'avoir des travailleurs temporaires. Ça donne une bonne idée, là, comment c'est une passoire, cette loi. En matière, maintenant, du reste, c'est la prépondérance de preuves, très, très différente. D'ailleurs, dans la décision Lasso que j'ai gagnée, la juge dit, parce que l'employeur disait là-dedans que c'était pas prouvé, qu'il n'y avait pas d'études dans le cadre de l'ASO, mais la juge a dit, ici, c'est une question de prépondérance de preuves. Et j'ai eu une prépondérance de preuves qui fait qu'on a gagné aussi là-dessus. Ça, c'est la deuxième des choses. Dans la question, je trouve ça intéressant ce que tu viens de sortir. On a beaucoup de dossiers au RATMAC de travailleurs qui travaillent au noir. En passant, c'est un permis. Lorsque ça prend tellement de temps, les travailleurs vont le sait, ils vont travailler au noir. C'est ça la situation. Puis moi, je leur dis, regardez, c'est un permis de travailler au noir. Actuellement, au Québec, on parle de 100 000 travailleurs qui sont sans papier et qui travaillent au noir. On-t-il le choix? Non. Il faut qu'ils vivent. Il faut qu'ils mangent quelque part. Et comme ils n'ont pas droit à aucune prestation, bien là, ils se retrouvent souvent dans des réseaux où ils se font encore plus exploiter. Sans compter le permis ouvert pour travailleurs vulnérables. On s'est fait refuser depuis décembre plusieurs permis sur des prétextes complètement futiles. Un fonctionnaire fédéral qui décide qu'il n'y a pas un niveau de preuve assez important pour qu'on puisse accorder le travailleur puisse faire. Donc, il se prend pour un juge du tribunal administratif qui décide de ne pas donner ce type de permis-là. On est en train d'ailleurs de faire une étude là-dessus, avec Véro, avec la Colombie-Britannique et l'Ontario. On a hâte de voir les résultats d'ailleurs de cette étude-là, parce que ce qu'on veut, c'est des changements dans cette loi-là. Ce qu'on veut, c'est prima facie, donc à la face même du dossier, si un recours est exercé par le salarié, il devrait avoir un permis. Point. Et en général, le RATMAC, quand il dépose des demandes, c'est pas pour le plaisir qu'on dépose des demandes, c'est parce qu'on présume, comme tu dis, que la bonne foi du travailleur va le faire. Alors, présumons de la bonne foi et qu'on accorde des permis ouverts aux travailleurs vulnérables lorsqu'on en a besoin. Voilà. Merci. C'était excellent. J'aimerais en avoir une copie. Absolument. Merci beaucoup, Guillaume. Vraiment, c'est une présentation qui incite à l'action, je pense, pour tous ceux qui sont sur le terrain. On voit qu'il y a des décisions qui se sont rendues et qui permettent de faire avancer l'application des lois. Donc, moi, j'ai plein de cas en tête de travailleurs pour qui ça mériterait qu'on pousse davantage leur dossier, que ce soit au niveau de l'assurance emploi ou de l'application des normes. Il y a un point qui m'a beaucoup intéressé, c'est dans le cas des lésions professionnelles. Tu as dit qu'à l'époque, l'admissibilité devait se rendre au tribunal avant que le travailleur soit indemnisé jusqu'au TAP, et qu'aujourd'hui, la balance de pouvoir a changé et que c'est plus, la commission accepte. C'est ce que j'ai pu constater dans les décisions les plus récentes. Accepte davantage les dossiers de travail sans papier, mais que c'est l'employeur qui conteste. Donc, j'aimerais t'entendre un peu plus là-dessus, parce que nous, on l'observe sur le terrain, que les employeurs vont être peut-être plus organisés, mieux défendus aussi, puis ça va être presque systématique que lorsqu'un travailleur est accidenté, blessé, ils vont contester. Donc, c'est comme si, d'un côté, on avait la santé des travailleurs et leur survie lorsqu'ils sont malades ou lorsqu'ils retournent dans leur pays. Puis de l'autre côté, c'est les profits de l'entreprise. Finalement, c'est comme monétiser la récupération de ces travailleurs-là. Donc, quelles avenues tu vois pour que le pouvoir des employeurs soit peut-être mitigé davantage? Ce que je peux dire à ce niveau-là, c'est que la bonne nouvelle, c'est que lorsque la décision d'admissibilité est positive en première instance, donc dès ce moment-là, malgré la contestation de l'employeur,
ben, le salarié, le travailleur, va recevoir ses indemnités. Et l'objectif de l'employeur, puis parfois ils sont représentés par des mutuelles de prévention, là, où on peut voir que les contestations sont systématiques parfois. Souvent, l'objectif de l'employeur, c'est non pas nécessairement à tout prix de faire cesser les indemnités de l'employeur, mais d'avoir une réduction dans ses cotisations. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du moment où, en première instance, au niveau de la CNSST, le travailleur a été indemnisé, même si, au bout du processus de contestation, il arrivait que l'employeur ait gain de cause et puis que la lésion professionnelle soit refusée par le tribunal, que ce soit pour la question du permis de travail ou pour une autre question, hein, parce qu'évidemment, les employeurs vont contester, ils vont avoir des moyens les préliminaires sur le statut de salarié, mais après ça, ils vont contester pour tout autre motif, ils vont nier que le... C'est blessé en jouant au soccer. Exactement, alors qu'ils travaillent 80 heures semaine, ça ne laisse pas beaucoup de temps pour bon. Par exemple, donc la bonne nouvelle, c'est que si la décision d'admissibilité est renversée, les indemnités qui ont déjà été versées ne sont pas récupérées, en règle générale. Donc, c'est à tout le moins une avancée positive. Mais c'est certain que ce qu'il faut faire, c'est de continuer de faire l'action que vous faites. Là. Donc, OK. Non, mais ça ne dépend pas de la décision du juge. Le travailleur ne pourrait pas avoir à rembourser une certaine somme. En règle générale, ce que la LATMP prévoit, c'est que les indemnités qui ont été versées à un travailleur de bonne foi ne sont pas susceptibles d'être récupérées. C'est la règle générale, il y a des exceptions. OK. C'est seulement le stress là, et la pression de ce harcèlement indu qui dure pendant des mois. Là. Oui, mais non seulement, mais c'est aussi qu'à compter de la décision, si le travailleur recevait encore des indemnités, là, elles vont cesser. Là. C'est seulement ce qui a été fait dans le passé qui ne sera pas récupéré. Oui. Allez-y. Bonjour, Eugénie Debatz-Pelletier, directrice générale de l'Association pour les droits des travailleuses de maison et de ferme, travailleurs de maison et de ferme. Merci beaucoup, Guillaume. Excellente, hyper intéressante et informative présentation. Beaucoup d'informations. Moi, j'avais juste le goût d'avoir un petit peu comme le derrière du rideau dans tout ça, dans le sens, est-ce que personnellement, il y en a des décisions dans lesquelles tu as été impliqué ou puis j'allais dire même dans la salle aussi, je sais, le ratement, juste la partie de comment on réussit dans les faits à, nous on voit une ligne, ça a pris, mais on parle de 10 ans de travail, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de faire sortir ce genre de jurisprudence, premièrement, puis deuxièmement, à l'interne, à la CNSST, est-ce qu'on sent, on sent visiblement au niveau des décisions que ça évolue, est-ce qu'il y a des formations à l'interne là-dessus? Est-ce qu'il y a une éducation? Juste un peu le derrière de la... Oui. Bien, sur la première partie, oui, effectivement, bien, c'est énormément de travail. Moi, j'ai eu la chance d'occuper dans quelques dossiers où j'ai pu représenter des travailleurs étrangers, notamment dans 2 décisions que j'ai présentées, qui sont celles des entreprises de placement Les Progrès et M. Gutiérrez contre les fermes Denis Lauzon. Et puis, effectivement, des fois, on voit la jurisprudence, la décision, puis on se dit que c'est fantastique, mais c'est sûr qu'en arrière de tout ça, pour ce qui est d'entreprise de placement Les Progrès, on parle de faits qui se sont déroulés en 2016. En octobre 2016, les travailleurs ont été incarcérés. La décision est sortie en 2019, après 20 jours d'audience devant le tribunal administratif du travail. Et au moment où la preuve de la commission a été close, la preuve des travailleurs a été close, malheureusement, l'entreprise de placement Les Progrès a déclaré faillite, ainsi que ses administrateurs. Donc, sur papier, c'est beau, mais en réalité, il y a très peu, on a pu récupérer une partie des sommes qui étaient dues, mais il y a très peu des sommes qui sont ordonnées par la décision qui ont pu être récupérées. Et c'est certainement une des autres limites du droit du travail sur lesquelles on pourrait se questionner. Est-ce qu'on s'est arrivé aux 16 travailleurs automatiques en question? Il y en a beaucoup qui sont toujours au Québec, qui ont obtenu des permis de travail ouverts et la résidence permanente. Il y en a aussi une partie qui ont décidé de retourner au Guatemala. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, OK. Moi, je voulais savoir, si on regarde un employé qui présente une réclamation à CSST pour harcèlement psychologique, OK. Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait aucun sou tant et aussi longtemps que l'employeur repousse du
du revers de la main des allégations de harcèlement psychologique? Bien, ça dépend. La plainte en harcèlement, c'est une plainte qui est déposée au secteur des normes du travail. Ça ne prévoit aucune indemnisation. Donc, effectivement, aucune indemnisation en vertu de la LATMP, c'est une plainte qui est déposée en vertu de la LNT. Donc, effectivement, pour obtenir une réparation à la suite d'une plainte en harcèlement psychologique, malgré que la CNSST reconnaisse qu'il y a eu harcèlement, il faut se rendre jusqu'à l'étape du tribunal pour obtenir une indemnisation. Parce que la loi, la LNT, ce n'est pas une loi d'indemnisation, c'est une loi qui prévoit des recours, notamment harcèlement psychologique, mais la CNSST, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va donner les services. Si elle reconnaît la présence de harcèlement, elle va donner les services gratuits d'un avocat aux salariés, mais ce n'est pas elle qui a les pouvoirs d'ordonner une réparation. C'est seulement le tribunal qui va être capable d'ordonner une réparation à l'employeur. Ça veut dire que si ça prend 6 mois, l'employé n'aura aucun salaire pendant 6 mois. Ah, mais là, si vous me parlez de décision en matière de LNT, habituellement, c'est plus que 6 mois. Là. En matière de lésion professionnelle, comment ça fonctionne? C'est que lorsqu'il y a dépôt de la réclamation, l'employeur doit payer les 2 premières semaines et par la suite, effectivement, par la suite de ces 2 premières semaines-là, il faut attendre la décision d'admissibilité pour que le travailleur puisse recevoir une indemnisation. Puis effectivement, là, les délais, je présume, peuvent varier en fonction de l'enquête que la CNSST doit mener pour arriver à la conclusion qu'il y a eu harcèlement ou pas. En fait, lésion professionnelle ou pas. Ce qui veut dire que si l'employeur s'objecte tout le temps, ça peut être très longtemps. Ça peut durer très longtemps. On met limite à quelque part, on va dire, ben là, écoutez, c'est quoi? Bien, c'est-à-dire, en première instance, que l'employeur s'objecte, c'est oui, l'employeur va nier qu'il y a eu harcèlement, va nier qu'il y a lésion professionnelle, mais on n'est pas devant un tribunal. C'est l'agent de la CNSST qui va mener enquête et puis qui va rendre sa décision. Donc, effectivement, à un moment donné, s'il constate qu'il n'y a pas de collaboration de la part de l'employeur, il va prendre les observations qu'il a réussi à recueillir puis il va rendre sa décision en conséquence. Là. Okay, parce que dans un cas, mais si au courant des mois qui vont suivre, qu'il y a 4-5 cas d'harcèlement, je pense que pas tout le monde qui va... Je veux dire, c'est pas tout le monde qui va dire, OK, c'est correct, on va dire que c'est du harcèlement. Non, non, non. On a des papiers de médecins comme de quoi qu'il y a du harcèlement. Et le monde, je veux dire, sur le bord d'une dépression, je pense que... OK, ce qui veut dire qu'il faut être patient et avoir des sous dans ses poches. Je peux peut-être répondre à ta question. J'essaie de parler fort. Au RAPMAC, on a fait plusieurs dossiers pour harcèlement psychologique et on a déposé aussi une réclamation lorsque il y a des médecins là-dedans qui disent c'est le stress au travail, tout ça. On a déposé une réclamation comme lésion professionnelle à la CSST et on nous l'a accordé. Actuellement, j'ai le dossier de Freddy du côté, qui est un Guatémaltèque, qui a été harcelé psychologiquement. On a reconnu sa lésion professionnelle, il est payé actuellement. Bien sûr, l'employeur conteste, il conteste, mais pendant ce temps-là, il est payé par la loi des accidents de travail maladie professionnelle. C'est ça qui est intéressant. Il est encore payé aujourd'hui parce qu'il est suivi au Guatemala. Puis c'est la CSST qui paye le psychologue et les médecins qui sont placés là-bas. C'est assez intéressant. Moi, je le ferai de façon systématique, particulièrement quand vous avez ils ont vu des médecins et qui le diagnostic et stress dû au travail. Là, vous faites une réclamation de la CSST et là, vous débattez. Vous dites pas que vous allez d'abord oui, là, mais c'est toujours contestable devant les tribunaux. Sauf qu'il y a des cas qu'on nous a, ça a été accepté. Moi, je les ferai systématiquement. Et insisterait aussi au travailleur qu'il y ait un suivi psychologique aussi là-dedans. Ça aide aussi au niveau du dossier. Mais il y a une façon de le faire qui permettrait justement à ce travailleur-là d'être indemnisé. En attendant, bien sûr, je dis, moi j'en ai un cas, j'ai même 3 cas actuellement au RAPMAC là-dessus. Ils sont indemnisés par la CNSST comme lésion professionnelle. Tout en ayant, bien sûr, la plainte ou en HP aussi. Qui roule en même temps, parce que les deux peuvent être déposés de façon parallèle. Ils vont suivre leur cours. Chez vous, là, qui travaille c'est là, il y a une audition, cet employeur conteste. D'ailleurs, cet employeur a eu 4 plaintes pénales, plus c'est ramassé 4 plaintes pénales ici dans le dossier. C'est assez intéressant, mais je pense qu'il faut préparer nos dossiers, il faut bien sûr faire un suivi avec les travailleurs, avec les médecins, et déposer des réclamations de la CSST. S'il faut encombrer le système, on va encombrer le système, c'est tout. Et moi, moi je n'ai aucunement peur d'encombrer le système. Et systématiquement, on devrait, dans les cas de HP, déposer des réclamations de la CSST pour harcèlement psychologique, avec les conséquences que ça peut avoir. Mais dans ces contextes-là, Michel, c'est plus dur de trouver la lésion professionnelle.
Oui, mais quand il y a un suivi médical dans le dossier, souvent là, en matière d'accident de travail, maladie professionnelle, c'est souvent le lien médical. Quand tu as un médecin dans le dossier, moi, dans le cas, c'était à l'hôpital de Verdun, on a tombé sur un fichu de bon médecin, c'est Fernanda Cortez qui avait amené ce dossier-là. Et le médecin a été très clair, il a fait un lien direct avec la situation chez l'employeur. Et automatiquement, ça a été accepté par la CSST. Alors, c'est assez intéressant dans ce sens-là. Et c'est là l'importance du suivi médical qui va être important. Oui, je voudrais parler. Oui, bonjour. Mon nom c'est Diana Morales. J'ai fait la recherche par rapport au travail immigrant et sa trajectoire migratoire et professionnelle. Par rapport à ce qui vient de dire, oui, effectivement, normalement, pour que c'est très important que les travailleurs obtiennent un budget médical CNSST, où le médecin traitant dit qu'il y a un diagnostic psychologique, soit harcèlement psychologique, soit la dépression. Ça, c'est très important parce qu'effectivement, et en même temps, c'est très important que les travailleurs demandent aussi par rapport au nombre de travail pour le harcèlement psychologique, mais pour que les travailleurs puissent après obtenir l'indemnisation, il doit avoir un budget médical CNSST. C'est pour ça que lorsque les travailleurs consultent les médecins, il doit être très clair de dire oui, effectivement, j'ai un harcèlement psychologique en raison de mon travail pour telle raison. Ce qui est trop difficile pour les travailleurs parfois, c'est qu'il y a des travailleurs qui ne parlent bien le français. Okay? Il y a des travailleurs qui c'est difficile de s'exprimer auprès des médecins. Et aussi, j'ai trouvé assez bizarre qu'il y a des employeurs qui accompagnent les travailleurs chez les médecins. Donc, à ce moment-là, c'est difficile pour les travailleurs, il n'y a pas confiance d'exprimer auprès des médecins qu'est-ce qu'il y a. C'est pour ça que j'ai travaillé dans les domaines de santé et sécurité. Et moi, je trouve aussi un petit peu difficile pour ce type de travailleurs de ne pas trouver un accompagnement même pour la part de la CNSST. Parce que oui, c'est sûr que l'employeur est très bien représenté pour la méthode de prévention, par exemple. Mais les travailleurs, parfois, il est tout seul, oui. Qui va accompagner le travailleur chez le médecin pour lui expliquer au médecin qu'est-ce qu'il y a. Donc, ça, c'est comme le premier obstacle que je trouve avec les travailleurs qui ne parlent pas le français. Mais c'est ça que c'est bien que oui, effectivement, il doit avoir un budget médical CNSST, c'est ça que je dis aux travailleurs. Vous devez avoir un budget médical CNSST, vous devez aussi toujours être clair quel est l'harcèlement psychologique, parce que c'est un diagnostic psychologique. Donc, c'est pas très évident par rapport au diagnostic physique. Que oui, comme vous dites, oui, j'ai quelques douleurs, mais psychologie, c'est très difficile de trouver. Mais c'est très important de dire que oui, effectivement, c'est par rapport au travail, quelle est la raison. Et c'est sûr que le médecin, à ce moment-là, va dire oui, effectivement, c'est lié au travail. Merci beaucoup. On arrive à la fin pour cette première partie de la matinée. Donc merci beaucoup Guillaume encore. Merci à vous.